Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau double quart d'heure éco, toujours en compagnie de Gilles Raveau, économiste à Paris 8 Saint-Denis, toujours à la maison de l'Île-de-France. De la Cité internationale universitaire de Paris. Oui, tu l'as dans l'ordre, bravo. Dans l'actu de cette semaine, les cours du pétrole qui ont de nouveau chuté, plombés par l'annonce la veille par l'OPEP+. Tu nous diras d'ailleurs ce que ça veut dire. Ouais. L'OPEP+, qui a décidé d'augmenter sa production alors que les prix sont déjà très bas. Alors, pourquoi ce choix des pays producteurs? Ça fait les affaires de qui, cette baisse des prix? Au fond, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que quand ça baisse, on nous dit que c'est une mauvaise nouvelle. Quand ça monte, on dit que c'est une mauvaise nouvelle. Jamais content. Les économistes ne sont jamais contents. Non. Ça pourrait être un sujet à part entière. Tout à fait. L'autre actu de cette semaine, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a un nouveau chancelier, Friedrich Merz. Ouais. Alors, va-t-il pouvoir réformer le modèle économique allemand dont on dit qu'il est à bout de souffle, qu'il est à la peine, qui a été longtemps présenté comme une référence et qui, visiblement, en ce moment, boit la tasse. Qu'a-t-il comme marge de manœuvre? Que se passe-t-il, quoi? Non, mais c'est vrai qu'en plus, l'Allemagne affiche quand même sur le plan budgétaire, par ailleurs, des bons chiffres. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il va les puiser dans cette manne? Mais c'est un pays qui n'a pas de croissance économique depuis bientôt 3 ans. Alors, on va voir tout ça dans le détail. On va dépioter ça. Exactement. À la Gilles Raveau. Et cette semaine, le courrier du cœur, bien sûr, et aussi quelques news insolites tombées du camion du cousin Gilles. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'amour suite à notre dernière vidéo, notamment de la part des personnes un peu âgées, qui nous aiment. En même temps, tu les cherches. Je les salue. C'est vrai. Et puis les conseils investissement du cousin Gilles. C'est vrai. Après les chips, investissez dans les... Suspense. On dit pas si. Ah, d'accord. Non, suspense. On fait un teaser. De ouf. Ça donne envie de regarder l'émission jusqu'au bout. C'est ça. Double quart d'heure. Exactement. Le pétrole. Oui. Les cours du pétrole ont continué à chuter. Désormais, on est sous les $60, le baril de Brent. Un recul de quasiment 20% depuis le début de l'année. Alors, les faits. À l'origine de cette baisse, le choix de l'OPEP+, on va nous expliquer ce que c'est, d'augmenter sa production. Alors, au lieu de 135 000 barils par jour, l'organisation va en sortir 411 000 à partir du mois de juin. Donc d'abord, c'est quoi l'OPEP+? Et pourquoi cette stratégie qui paraît pas en faveur de ces pays producteurs qui vont avoir moins de recettes? Enfin, je voudrais comprendre. Enfin, on cherche à comprendre. Donc l'OPEP+, c'est maintenant 23 pays. Donc c'est les pays traditionnels du Moyen-Orient, ceux qu'on connaît, les membres fondateurs de l'OPEP qui s'était créé en 1960. C'était déjà l'idée. Déjà à l'époque, en fait, l'OPEP se crée, ça c'est intéressant, face à la baisse du prix de vente du pétrole et aussi face à la baisse du dollar, parce que pour des raisons historiques, c'est très bizarre. Le pétrole se vend en dollars alors que, historiquement, il est produit dans des pays qui ne sont pas les États-Unis, même si maintenant les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais bref, donc, c'est la baisse du dollar, déjà dans les années 50, 60, qui fait que ces pays-là s'organisent pour créer un cartel, c'est-à-dire pour lutter contre la concurrence et essayer d'obtenir un prix de vente plus élevé. Et depuis, ils n'étaient que 5 ou 6, je crois, au début. Il y avait déjà l'Arabie Saoudite, je crois qu'il y avait l'Irak et l'Iran. Et maintenant, donc, il y a 23 pays, dont notamment la Russie, ou des pays aussi africains, comme je crois qu'il y a le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Algérie, qui font partie, et le Kazakhstan. Et donc là, ce qui s'est passé, donc ça c'est assez rigolo, c'est que donc l'OPEP, l'OPEP a un double problème, et son premier problème, c'est son contrôle interne. C'est que l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, elle aimerait bien dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et donc, l'OPEP fixe des quotas de production à ses membres. Et sauf que l'Arabie Saoudite s'est rendu compte que certains membres, notamment, je crois, l'Iran et le Kazakhstan, ne respectaient pas leurs quotas. Et donc, en fait, pour les punir en quelque sorte... ils ne respectaient pas leurs quotas, c'est-à-dire qu'ils produisaient davantage. Ils produisaient trop. Voilà. Donc, ils produisaient trop pour vendre plus, pour gagner plus. On imagine que l'Iran, c'est pour pouvoir échéper aux quotas, aux blocus aux sanctions qui lui sont américaines, occidentales, etc. C'est ça. Le Kazakhstan, je ne sais pas trop. Bon, après... On s'en fout un peu du Kazakhstan, évidemment. Et donc, l'Arabie Saoudite, elle a dit, puisque c'est comme ça, les amis, moi, on va en fait officialiser un peu votre dérive, on va tous produire plus. Et donc, l'Arabie Saoudite, ça j'aime beaucoup, c'est très rigolo, parce qu'elle a ce problème, l'Arabie Saoudite, qu'il faut que, évidemment, d'un côté, on pourrait se dire, elle veut vendre le plus cher possible son pétrole. Non, parce que l'Arabie Saoudite a une réflexion de très long terme, puisqu'elle a des réserves les plus importantes du monde, mais malgré tout qui sont limitées. Et donc, ils raisonnent à très très long terme. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent éviter,
c'est que se développent des substituts au pétrole. Et donc, eux, leur idée, c'est là qu'ils sont malins, les Saoudiens, c'est qu'ils disent il faut que ça nous rapporte assez, évidemment, le plus possible, mais il faut aussi que le pétrole ne soit pas trop cher pour éviter le développement des énergies alternatives. Donc, il y a ce jeu comme ça. Ce que tu appelles les énergies alternatives, c'est quoi? Maintenant, c'est même le nucléaire avec les voitures électriques. Et puis, c'était avant tout un tas d'autres énergies que le pétrole. Et pardon, je reviens sur une information que tu nous as donnée. Les États-Unis, ce sont le premier pays producteur de pétrole dans le monde. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était l'Arabie Saoudite. Ça a longtemps été l'Arabie Saoudite, et maintenant, c'est de très loin. Alors, je crois que les chiffres, en gros, c'est donc en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu cette dinguerie dans la fracturation des roches de schiste, qui est une technique effroyable pour l'environnement, qui nécessite d'ailleurs énormément d'énergie, qui est très coûteuse. Et donc, les États-Unis sont de loin, et ça, il faut toujours avoir ça en tête quand on parle des États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est avant tout un pays aussi de matières premières. Il y a du charbon, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du blé aux États-Unis. Donc, c'est aussi un pays de matières premières. Et donc, bref, les coûts de production sont beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en Arabie Saoudite, où on ramasse du pétrole comme ça en se baissant dans la rue. Et donc, l'idée... J'y vais sur le champ. Oui, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de dire que la conséquence, c'est que le seuil de rentabilité des puits de pétrole aux États-Unis est à un prix beaucoup plus élevé qu'en Arabie Saoudite. Et donc, plus le prix du pétrole baisse, moins ces trucs-là sont rentables, mais juste en termes de... Du coup, ça décourage éventuellement ce genre d'activité d'extraction. Ça pourrait avoir cet effet-là, c'est ça. Mais il y a une chose qui m'échappe encore, c'est que tu dis l'OPEP a décidé d'augmenter sa production, donc 3 fois plus. Donc, on imagine du coup qu'il y a une offre beaucoup plus excédentaire. On imagine que les prix baissent. Enfin bref, un mécanisme assez classique. En revanche, que je ne saisis pas, c'est comment l'Arabie Saoudite parvient à imposer ça aux autres partenaires de l'OPEP. C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'elle est beaucoup plus grosse que les autres. D'accord, et les autres acceptent. D'accord. Enfin, bon. Alors, ça, c'est une première chose. On a bien compris qu'il y avait une sorte de volonté pas de sanctionner les autres partenaires de ce cartel, mais en tout cas de leur indiquer le chemin à suivre. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que l'OPEP anticipe en même temps finalement une baisse de l'activité économique mondiale et donc, du coup, en anticipant cette récession mondiale, du coup, propose, tu vois, des prix encore plus bas. Alors, ce qui est assez étonnant, donc ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que dans cette OPEP+, il y a la Russie. Donc, les 3 principaux producteurs de pétrole, dans l'ordre, c'est les États-Unis, c'est à peu près 19-20% de la production mondiale. C'est énorme. Ensuite, on a l'Arabie Saoudite qui doit être à 12%. Donc, c'est beaucoup moins. Et la Russie à 11%. Donc, c'est au coude à coude. Et donc, la Russie a besoin d'argent. Donc, il y a aussi cette idée que même si le prix baisse, mettons que le prix là, il baisse de 1 ou 2%, si j'augmente ma production de 10%, mes recettes augmentent. Donc, la Russie aussi fait partie des pays qui poussent à produire plus pour vendre plus. Là où c'est effectivement assez rigolo, c'est qu'on est rentré, là on est peut-être en train de rentrer, dans une vraie période de forte baisse durable du prix de l'essence. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la croissance économique ralentit, parce qu'il y a une électrification du parc automobile à l'échelle mondiale qui devient significative, donc il y a moins de demande de pétrole. Et dernier élément pour nous les Européens, depuis l'arrivée au pouvoir du camarade Donald Trump, le dollar se casse la figure, et nous, notre pétrole, on l'achète, évidemment, il faut acheter des dollars, les dollars coûtent moins cher, et donc... ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens, notamment qui font des grandes distances en voiture pour aller travailler. Là, il va y avoir un gain de pouvoir d'achat quand même tout à fait substantiel pour, en tout cas, les mois à venir pour les gens qui habitent en France. Alors, on va évoquer les conséquences dont tu parles. Moi, je voudrais revenir, encore une fois sur les causes. Et les conséquences, on va en parler. Simplement, les causes. Est-ce que, oui ou non, les marchés anticipent, encore une fois, ce ralentissement ? Et est-ce que l'OPEP a intégré ça ou pas du tout ? Est-ce que c'est des anticipations qui vont encore une fois jouer sur l'activité économique ? C'est-à-dire ils anticipent une activité économique en repli et donc ils balancent du pétrole qui va à prix bas, qui va peut-être... est-ce que c'est ça le mécanisme ou pas ? Alors là où tu as tout à fait raison, c'est que les marchés anticipent en permanence et l'OPEP dialogue en permanence avec les marchés. Et donc, ils avaient annoncé, effectivement, ils annoncent leur production chaque mois. Ils avaient annoncé la fameuse hausse de 147 000 barils par jour. Et donc, ils ont surpris tout le monde donc, samedi dernier en disant ça ne sera pas 140 000, ça sera 400 000. Donc, effectivement, c'est pour ça que le prix baisse. Maintenant,
Qu'est-ce que c'est 400 000 barils par jour? En fait, un baril, c'est combien? Voilà, juste donc les ordres de grandeur. Donc sur avril, mai, juin, la production de l'OPEP aura été augmentée de 1 million de barils. Mais il faut savoir que c'est exactement 1% de la production quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, dans le monde, on produit 100 millions de barils de pétrole par jour. Un baril, c'est 159 litres. Et donc, j'ai fait mon petit calcul, tu vas voir, qui est très rigolo. 100 millions multiplié par 159, ça fait 15 900, qu'on va arrondir à 16 000 litres par jour. Enfin 16 000 millions de litres, donc 16 milliards de litres par jour. Comme nous sommes 8 milliards d'habitants, ça veut dire que chaque habitant de la planète, même s'il touche jamais une voiture de sa vie, 2 litres de pétrole par jour et par personne. Et donc là, on voit bien que notre petite planète va avoir du mal à s'en sortir. Ah bon? Et juste pour répondre par contre, c'est très bien vu ton truc, c'est qu'effectivement, la baisse du pétrole va stimuler la croissance économique mondiale, effectivement, puisque ça va augmenter le pouvoir d'achat. Et un dernier truc que je veux dire qui est rigolo, c'est la dimension géopolitique. Alors là, c'est la contradiction habituelle du camarade Trump, c'est que Trump avait appelé à une baisse du prix de l'énergie. Donc il y a certains analystes qui nous disent que Riyad, on sait que l'Arabie Saoudite est très très liée sur le plan diplomatique avec les États-Unis, que donc ça serait une réponse de l'Arabie Saoudite à cette demande de Donald Trump d'une énergie moins chère. Voilà. Donc il y a cet élément-là, mais ça n'empêche pas qu'on l'a bien dit, c'est mauvais pour les producteurs américains de pétrole. Donc il y a, donc là il y a des effets dans les deux sens. D'accord. Ok, on entend les contre-arguments. Les conséquences à présent. Donc tu l'as dit, donc cette offre excédente, enfin pas excédentaire, je sais pas si c'est mais voilà, croissante. Voilà, va permettre peut-être d'amortir les ralentissements économiques qu'anticipe. Donc ça, c'est l'autre conséquence, c'est qu'effectivement pour toi et moi qui prenons notre voiture, qui utilisons notre voiture, donc on peut s'attendre à des prix beaucoup plus bas, durablement. À l'échelle, c'est très dur de prédire, mais mais quand même. Alors là aussi. Pour répondre à votre excellente question, à nouveau, Monsieur Dard. On fait de la spéculation, ce qui n'a aucun sens, puisque là, dans les... Quand même. C'est que, ce qu'on peut dire deux choses, rapidement. La première, c'est que, même si personne n'a ce sentiment, et je sais, moi non plus, je ne l'ai pas, et c'est normal, le prix réel de l'essence ramené au SMIC, donc il y a un fameux article, on va mettre en ligne, on va mettre le lien du camarade Jean-Marc Jancovici, qui quand même s'y connaît un peu dans le domaine et dans les chiffres. Il nous dit ça, donc je n'ai pas les derniers chiffres, mais comme un ordre de grandeur, il nous dit, entre le pic pétrolier de 1974 et 2010, le prix de l'essence avec les taxes pour une personne payée au SMIC, donc en 70 et en 2010, divisé par 3. Divisé par 3. C'est-à-dire qu'avec un SMIC... C'est-à-dire qu'avec un SMIC horaire, tu peux t'acheter 3 fois plus, tu peux mettre 3 fois plus d'essence dans ta bagnole en 2010 qu'en 1970. Ah oui, j'aurais pensé le contraire. Et oui, c'est ça. Ah oui, c'est 3 fois plus. Et en plus, ta bagnole de 2010, elle consomme beaucoup moins au 100 km que celle de 70. Alors, à l'inverse, tu fais plus de distance, notamment si tu es un peu dans la pauvreté et les gens mal payés, tu vas peut-être faire 100 bornes par jour pour aller travailler. Mais ce que nous dit Jancovici, et ça c'est très net, c'est que la part de l'énergie dans le budget des ménages n'a fait que baisser. Et c'est justement ce qui nous permet d'avoir plus d'argent pour acheter des ordi, des téléphones, voyager. S'il y a plus de loisirs, c'est bien parce que la vie matérielle coûte de moins en moins cher. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que quand on était petits, toi et moi, on nous racontait qu'il y avait le pic pétrolier, qu'on allait manquer de pétrole. On voit bien que cet horizon s'éloigne énormément. Et donc là où c'est drôle, effectivement, ce que racontait notre ami Bernard Maris, c'est que le prix du pétrole, ça va jamais. S'il est cher, eh bien, ça bousille le pouvoir d'achat, et notamment des ménages les plus contraints, qui sont déjà des ménages à faible revenu. Et si ça baisse, là, on le déplore aussi. On le déplore aussi, à juste titre, parce que c'est très mauvais pour la petite planète, puisque là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le fait que l'essence coûte aussi peu cher, eh ben, en fait, ça fait que ça va évidemment fortement retarder la transition vers l'électrique, notamment vers les voitures électriques. Ça va ralentir la transition énormément. Mais d'accord, mais est-ce que c'est le cas? Parce que là aussi, on est en train de, là aussi, c'est de la spéculation. Est-ce que c'est vraiment le cas? De la même façon que tout à l'heure, tu as dit, oui, mais aussi les pays de l'OPEP aussi réagissent à l'électrification qui est à l'œuvre du marché automobile.
C'est vraiment le cas? C'est-à-dire qu'il y a vraiment on ressent l'impact de l'électrification du marché de l'automobile sur la consommation de pétrole et donc du coup la production de pétrole. Oui, monsieur. Alors, il y a deux effets. Il y a deux effets, c'est qu'effectivement, il y a une progression. Dans les pays nordiques, par exemple, l'électrique représente une part très importante maintenant des achats de voitures. Donc oui, bien sûr, ça joue énormément. Surtout que, bon là c'est un peu technique, mais le prix du pétrole, il est fixé selon l'offre et la demande marginale. Et donc le fait que quand la demande baisse un tout petit peu, si tu veux, ça a des effets très forts sur le prix. Donc oui, le fait qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques, qu'il y ait de l'électrification aussi dans l'industrie, qu'on utilise malgré tout de moins en moins de fossiles par rapport à la production, oui, ça joue beaucoup à la baisse. Et par ailleurs, on a deux camarades patrons là, de Stellantis et de Renault qui ont donné une énorme interview au Figaro la dimanche dernier. Ils expliquent bien que même aujourd'hui, quand on regarde le cycle de vie complet, la voiture électrique est moins chère que dans certains cas. Et donc, notamment les hybrides suivant les usages. Et donc, pourquoi? C'est bien parce que le pétrole ne coûte pas cher. Et donc, si le pétrole coûte de moins en moins cher, ça va rendre de moins en moins pertinent l'électrique, voilà, pour plein de gens. Ouais. Donc, si on résume, il ne s'agit pas de résumer, mais j'ai bien compris, en tout cas, il y a bien une anticipation quand même d'un ralentissement économique qui expliquerait quand même le choix de l'OPEP+, très bien. Les conséquences, elles sont... il y en a dans tous les sens, c'est ça qui est rigolo. Donc, mais c'est intéressant, comme quoi l'approche qui consiste à dire est bonne ou mauvaise nouvelle, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens d'un point de vue économique. Ça peut participer à la désinflation ou pas, à la baisse des prix généraux? Totalement, bien sûr. D'accord. C'est ça. Parce que le pétrole, il est partout. Là. Le pétrole, évidemment, il n'est pas que dans nos voitures. Le pétrole est dans le plastique. Il y a du pétrole dans les cosmétiques. Il y a du pétrole dans tout ce qu'on achète en réalité. Donc, quand le prix du pétrole baisse, pourquoi est-ce qu'on s'énerve, nous, autant, les économistes, sur les chocs pétroliers de 73 ? C'est pas juste la voiture. C'est qu'il y a du pétrole partout, dans tout. Les dérivés du pétrole on bouffe littéralement du pétrole. Donc si le prix du pétrole baisse beaucoup, c'est une désinflation sur l'ensemble de ce que tu achètes. On parle de signal prix à propos du pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que normalement, et alors c'est toute l'idée par exemple de la taxe carbone ou de l'écotaxe qui fait son petit retour actuellement dans les discussions, pas encore dans les décisions, c'est que toi comme moi, en fait, on a un cerveau qui est assez petit et que quand c'est plus cher, je constate tous les jours. C'est ça, moi aussi, minuscule même, et que donc quand c'est plus cher, t'achètes moins. C'est juste ça le signal prix. Et donc la taxe, pourquoi est-ce qu'on paye autant de taxes sur le pétrole en France? Ça, c'est quand même impressionnant. Il y a 60, quand tu achètes un litre d'essence, 60%. Même plus. Non. Mais, de taxes? Monsieur Dose, 60%. Non, ça a baissé. Avant, c'était 80%. C'est ça. Mais maintenant, c'est 60% de taxes. Pourquoi est-ce qu'on a créé ces taxes? C'est pour décourager l'essence qui, sinon, encore une fois, on le sait, quand tu vas aux États-Unis, l'essence coûte rien parce qu'il n'y a pas de taxes. Attends, c'est un autre sujet, mais tu ne vas pas me faire croire quand même que la fiscalité sur le pétrole, c'était pour décourager la consommation. Bien sûr que oui. Dès le départ. Mais bien sûr que oui. Mais le choc pétrolier, mon ami, on a oublié. Mais alors là, quand tu regardes... La fiscalité sur le pétrole, elle avait vocation à décourager la consommation. Évidemment. Mais évidemment, c'est une fiscalité écologique. C'est simplement une fiscalité. Une modalité pour remplir les caisses. Mais Benjamin, le choc pétrolier de 73, à l'époque, tu as Giscard et Barre qui mettent en 74, qui mettent des restrictions sur les températures dans les bâtiments publics. Le choc pétrolier, c'est un truc de dingue. La vitesse à 130 km/h sur autoroute, c'est uniquement le choc pétrolier. Et d'ailleurs, ils ont dû changer la loi, ça a été contesté par des avocats. Oui, monsieur, c'était une mesure d'économie d'énergie. Ce n'était pas une mesure de sécurité routière. D'accord. Bon, écoute, le choc pétrolier, c'est un truc de fou. Alors, juste pour en finir là-dessus, parce que je voulais qu'on parle d'Allemagne, mais du coup, la mauvaise nouvelle, si j'ose dire, c'est que, puisque tu l'as dit toi-même, enfin, tu l'as sous-entendu, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les finances publiques, parce que du coup, on va avoir moins de rentrées. Tout à fait. Est-ce qu'on va avoir moins de rentrées ou bien ça va être compensé par les volumes? Non, il y a moins de rentrées parce que c'est proportionnel au prix de vente. Non, ça ne sera pas compensé par les volumes. Non, tu vois, parce que ça pourrait être le cas. Mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Tout à fait. Donc la dette. La dette. Donc c'est intéressant, c'est que là, encore une fois, on est vraiment sur le plan économique. Tout à fait. Sur un raisonnement. Oui. À Bercy, ils n'aiment pas la baisse du prix du pétrole. Non, tout à fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais cette histoire de qu'il est bon ce matin, le dingue. L'Allemagne a désormais à sa tête un nouveau chancelier qui s'appelle Friedrich Merz. Voilà. Dans un pays en plein doute sur son modèle autrefois vanté, il est aujourd'hui un petit peu à la peine. On va voir dans les faits. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce nouveau chancelier peut réinventer un modèle, changer, l'adapter
Est-ce qu'il a des marges de manœuvre? Bref, on va voir tout ça dans le détail. Mais juste les faits d'abord sur ce modèle économique allemand. On parlait de la locomotive de l'Europe. Et là, j'ai lu les chiffres, ils sont pas foufous, quoi. Hein. L'Allemagne a vu son PIB se contracter pour la deuxième année consécutive en 2024, après 0,3% en 2023. Et visiblement, en 2025, c'est croissance de 0,3 au lieu de 1,1%. Donc le cœur du moteur, là, il est... Ouais. C'est ça, il est à l'arrêt, là. Est-ce que les moteurs ont un cœur, Benjamin? Question philosophique. Oui. Alors, là, je propose un petit récap, parce qu'il y a aussi, pour analyser la conjoncture d'un pays, donc, justement, il y a 4 moteurs dans la croissance, donc on va les prendre rapidement les uns après les autres. Le premier moteur, c'est la consommation. Les Allemands ne consomment pas, parce qu'une population vieillissante, qui a très peur de l'avenir, ils épargnent énormément. Donc, ça, plus que nous? Encore plus que nous, oui, tout à fait. Je pensais qu'on était... Bon, d'accord, bref, je ne voulais pas t'interrompre ton raisonnement. Deuxième élément, c'est l'investissement des entreprises. Et là, l'investissement aussi des entreprises allemandes est à l'arrêt. On va voir pourquoi. Troisième élément, c'est la dépense publique, donc qui effectivement maintenant va devenir le seul moteur de la croissance allemande. Et pourquoi? Parce que le quatrième moteur, qui était le premier moteur en Allemagne, et c'est là que l'Allemagne est très très différente de la France, c'est les exportations. D'accord? Donc 4 moteurs de la croissance. D'abord la demande interne, consommation, investissement, ensuite l'État, dépenses publiques, ensuite les exportations. Et donc qu'est-ce qui se passe au niveau des exportations? C'est la catastrophe absolue pour les Américains, pour les Allemands. De façon structurelle, c'est la Chine, c'est-à-dire que ça fait des années que notamment dans l'automobile, qui a vraiment été le cœur de la croissance allemande depuis des décennies, ils perdent des parts de marché sur les Chinois. C'est-à-dire que le marché chinois, qui jusqu'il y a encore quelques années était devenu le premier débouché pour les constructeurs allemands, est maintenant devenu leur concurrent. Donc ça, c'est un effet monstrueux sur la croissance allemande. Et le coup de grâce conjoncturel, c'est Donald Trump avec les droits de douane. Et donc là, effectivement, le moteur allemand est totalement cassé, c'est vraiment le cas de le dire, à cause des pertes des exportations. Et on sait aussi que ce qui gêne énormément la croissance allemande, c'est qu'ils avaient un modèle qui reposait sur l'énergie pas chère, parce que l'industrie, ça utilise notamment beaucoup de gaz. Ils ont eu accès au gaz russe pas cher pendant très longtemps. Et donc ça, c'est fini. Donc un modèle économique qui repose sur les exportations, une consommation, parce que ça aussi, c'est quand même important. Ça reste du modèle. Hein. C'est-à-dire que même la consommation basse, ça faisait partie du modèle économique. Exactement. Et puis troisièmement, une énergie peu chère. Ça, c'était les 3 ingrédients du modèle économique. Donc, tout ça, c'est fini. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire Merz? Est-ce qu'un Merz et ça repart? Je pense. Placement de produit. je pense que ça va être très compliqué. L'Allemagne avait d'autres éléments aussi qui se terminent. L'Allemagne a été très compétitive. En fait, l'Allemagne a énormément bénéficié de la chute du mur de Berlin. Les industries allemandes ont très fortement délocalisé, encore une fois dans l'automobile. Tous les fournisseurs allemands sont partis en Hongrie, en Roumanie, dans les pays de l'Est, pour des raisons géographiques, culturelles évidentes. À l'époque où les salaires étaient 10 fois plus faibles, 20 fois plus faibles qu'en Allemagne, là aussi, les salaires ont beaucoup et heureusement augmenté dans ces pays. Et donc, l'avantage compétitif que l'Allemagne tirait de ces délocalisations aussi se termine. Non, le modèle allemand est dans une impasse totale. Et alors, attends, avant de te poser la question qui me taraude, depuis, j'ai vu, pour là aussi évoquer, parce qu'il y a une sorte d'immense plan social qui est à l'œuvre dans l'industrie allemande. Hein. Tout à fait. Volkswagen prévoit de supprimer 35 000 emplois dans le pays d'ici 2030. Porsche, au 1900. Bosch a déjà détruit 7 000 postes et en vise encore 5 500. Il y a Bayer. La chimie, tout à fait. Donc, Merz, parce qu'on a évoqué l'idée qu'il pouvait puiser. Alors, parce que là, pardon, excusez-moi, je me reprends, mais d'un point de vue budgétaire, l'Allemagne s'en sort plutôt très bien par rapport à la France. Elle a très importante marge de manœuvre. 2% de déficit, 63% de son PIB, la dette représente 63% de son PIB. Donc, est-ce que, puisqu'on parle du modèle économique allemand d'austérité budgétaire, de rigueur budgétaire, est-ce qu'il va faire exploser cette rigueur? En fait, il ne reste que ça. Donc là aussi, oui, c'est ça. Dans les 4 moteurs dont tu as parlé. C'est ça. Juste en termes d'ordre de grandeur, effectivement, la dette allemande est très faible par rapport à la nôtre, puisque c'est en gros 60% du PIB, et nous, on est au-delà de 100% du PIB. Donc on voit bien qu'ils peuvent dépenser, et donc c'est ce qu'ils vont faire avec le fameux plan d'infrastructure, avec un crédit qui a été voté par le Bundestag avant que le nouveau Bundestag soit installé, de 500 milliards d'euros. Mais on constate, alors il y a quand même une dimension politique qui est importante, c'est que Merz a eu du mal à être élu. Il n'a pas été élu au premier tour comme tout le monde s'y attendait. Et quand même pour 2 raisons. C'est que
sa base électorale, estime qu'il a déjà trahi 2 fois. Il a même dit qu'il avait un déficit à combler en termes, avant même d'arriver au pouvoir. C'est qu'il a voté, il y a quelques semaines, un vote très dur anti-immigration avec Alternative für Deutschland, l'AfD, donc le parti d'extrême droite. Donc le parti vraiment d'extrême droite, qui est vraiment d'extrême droite. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il fait partie d'un pays qui est extrêmement attaché à l'équilibre budgétaire, ça fait partie de leur ADN, et il a rompu avec ça. Et donc il a déjà un problème de confiance. Ah oui. Et ce que nous disent les économistes allemands, c'est que c'est un pays donc, population qui vieillit, donc avec des coûts qui augmentent, qui épargne énormément, on l'a dit, où les infrastructures ont énormément de retard. On se plaint de la SNCF en France, mais la Deutsche Bahn, pardon, est peut-être aujourd'hui la pire compagnie ferroviaire d'Europe. Enfin, c'est des retards colossaux, des trains annulés, c'est complètement dingue. On parle d'heures de retard, on n'en parle pas du tout en France, mais les gens qui vont en Allemagne le savent. Ouais, c'est ça. Les ponts s'effondrent, enfin, c'est un pays qui se casse la figure. Et donc, ce qu'on appelle, nous, la croissance potentielle des économies, c'est-à-dire on regarde, disons, les facteurs de production à long terme d'un pays. La croissance potentielle, selon les économistes allemands pour l'Allemagne, c'est effectivement, ces chiffres que tu as cités, c'est 0,3% par an. C'est-à-dire qu'en gros, c'est zéro, quoi. Donc oui, là, il n'y a plus aucun... Enfin, le modèle allemand est cassé. C'est ce que nous, les économistes... Et c'est pas une bonne nouvelle pour la France, non, c'est le premier partenaire commercial du pays. Hein. Non, mais c'est pas du tout, c'est ça. Quand je dis une bonne nouvelle, on aurait pu leur piquer des parts de marché, enfin, j'imagine qu'en termes de concurrence, mais c'est pas du tout le cas, hein, visiblement. L'un entraîne dans sa chute l'autre. C'est ça. Et donc, en fait, pour moi, effectivement, encore une fois, l'Allemagne... donc, qu'est-ce que va faire Merz ? Il va faire, malheureusement, ce que font tous les dirigeants européens, ce qui va être terrible sur le plan social et politique, c'est qu'il a prévu des mesures très dures antisociales. Il va taper sur les chômeurs. Voilà, il y a des hausses d'impôts qui vont sans doute avoir lieu pour limiter le déficit. Enfin, en fait, il y a vraiment... il n'est pas si important que ça. Donc non, mais s'il relance énormément, c'est ça, il va bien falloir quand même trouver de l'argent. Et donc, il y a un essoufflement, en fait, structurel du modèle européen. Et donc, on arrive, en fait, c'est une sorte de fin de l'histoire quand même pour l'Europe économique, quoi. Alors, la fin de l'histoire, la fin de l'émission. Ouais, c'est ça. Le courrier du cœur, évidemment. Ouais. Il y a donc de la dernière émission, Julien, 50-53. Il nous dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt taxer les profits des grandes entreprises et la bourse plutôt que d'autres. Voilà. Que les retraités. Ouais. Tu dis quoi, toi Eh bien, je vais citer Olivier Blanchard, qui est quand même un immense monsieur de la science économique, qui a fait un post que l'on mettra dessous, où il vient en soutien de la taxe Zuckman, et il vient en soutien de la taxe Zuckman donc sur les très très riches, avec un argument qui, moi, à mon avis, est essentiel et qui rejoint encore ce que nous disait notamment l'ami Bernard Maris citant Keynes. Dans son livre sur Keynes, Bernard Maris a cette phrase, il dit « Pour Keynes, l'économie, c'est de la psychologie, et c'est grave. » Et il a raison. Et il est clair qu'on n'arrivera à rien en termes notamment de transition écologique s'il n'y a pas une contribution beaucoup plus importante des plus aisés, dont les revenus s'envolent, toutes les études le montrent. Et donc, effectivement, la grande difficulté qu'on a, c'est que sur le plan économique, tu ne peux pas taxer fortement notamment les entreprises, parce que sinon elles s'en vont, elles délocalisent, elles défiscalisent, elles fraudent, etc. Mais sur le plan politique, c'est absolument nécessaire. Donc on a cette impasse démocratique qui est un tout petit peu terrifiante. Intéressant. Charles Darwin, pourquoi parle-t-on de création de richesse? N'est-ce pas du bullshit intégral? Les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien, c'est la seule création de richesse qui existe. Le reste, le commerce, ce n'est que du déplacement de richesse des acheteurs vers les vendeurs. Donc, concentration des richesses, une partie repart vers les banques en remboursement pour être détruite. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a du vrai et du faux. C'est effectivement, là où il a raison, et ça on ne nous l'apprend pas à l'école parce que c'est le truc le plus dingue sans doute de l'économie, c'est qu'effectivement, les banques nous prêtent à partir de rien. C'est-à-dire que... Ex nihilo, c'est vrai. Vraiment ex nihilo. Ouais. Et donc il y a cette phrase très obscure qu'adorent dire les professeurs d'économie, et donc que je vais dire, c'est les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que nous, on pense tous que c'est l'inverse, qu'on épargne, donc on dépose de l'argent, et qu'ensuite, c'est ce qui permet à la banque de prêter. Et ça, c'était vrai il y a très 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 longtemps, mais depuis très longtemps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, quand tu t'es acheté cette magnifique hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, eh bien, la banque te prête de l'argent. Toi, ensuite, par ta force de travail énorme, tu crées de la richesse, et donc, tu vas rembourser le crédit, et donc, c'est le crédit qui fait la richesse, et c'est le remboursement qui fait le dépôt. Et donc, c'est les crédits
qui font les dépôts. Et donc, effectivement, il a raison. On peut créer de l'argent tant qu'on veut. Mais ce n'est pas parce qu'on a créé de l'argent qu'on a créé de la richesse, évidemment. Donc, voilà. oui, et d'ailleurs, mon exemple. Tu es sur la sémantique. Mais vas-y, non, pas du tout. Non, mon exemple marche très bien, d'ailleurs. Je n'ai pas fait exprès. C'est que toi, quand tu achètes ta maison, tu ne crées justement aucune richesse. Très juste. La maison, elle était là, à quelqu'un d'autre. Et donc, il n'y a aucune augmentation de richesse. Sauf si tu l'as fait construire. Sauf si tu l'as fait construire. Mais si tu achètes, voilà. Mais à ce moment-là, c'est un investissement. Si, tout à fait. Tu augmentes le stock, le patrimoine du pays. Mais si tu achètes une maison d'occasion, comme on fait la plupart d'entre nous, il n'y a aucune création de richesse. Et d'autre part, il y avait un deuxième point là que j'ai oublié, c'était quoi sur... Oui, le commerce. Alors, c'est une idée extrêmement fausse, mais qu'on retrouve chez Marx. L'idée qu'il n'y a que le travail matériel, qui est du vrai travail, qui est créateur de richesse. Alors non, c'est pas vrai, parce que par exemple, le fait que tu n'aies pas à faire 1000 km pour aller chercher ta bouteille de lait, eh bien, c'est une vraie richesse. Donc ce que je veux dire, c'est que l'épicerie qui est en bas de chez toi, c'est que du commerce, elle fait que transporter la bouteille de lait, oui, mais ça fait que la bouteille de lait, elle est là. Parce que ce qui est à 1000 km, en fait, ça n'existe pas pour toi. Et donc, les intermédiaires qui sont souvent si critiqués, c'est-à-dire cette idée que le service ne crée pas de richesse, bien sûr que ça crée de la richesse, parce que ça te permet d'acheter ta petite bouteille de lait et donc de mettre du lait dans les céréales le matin. C'était intéressant. En tout cas, merci à vous tous de commenter. Et encore une fois, je vous encourage à le faire. Tout à fait. Et en fait, dans la politesse, la courtoisie, la gentillesse. La bonne humeur. Pour finir, bien sûr, comme chaque semaine, désormais, le conseil investissement de Gilles Raveau. Donc, les chips, je pense que vous êtes tous dessus déjà. Misez aujourd'hui sur les poules. Ah, sur les poules, oui. Sur les poules. Sur les poules. Sur les poules, oui, bien sûr. Sur les poules. Donc, ça, c'est acheter des œufs. Cette nouvelle mode venue des États-Unis. Donc, il y a une énorme pénurie d'œufs aux États-Unis depuis des mois, dont je ne connais pas l'origine, mais vous allez la trouver. Posez la question. C'est ça. Et donc, il y a des sociétés aux États-Unis qui te louent des poules. Et donc, il y a des gens à la ville qui louent des poules juste pour avoir des œufs. C'est-à-dire qu'il y a une telle pénurie aux États-Unis que maintenant, déjà, les familles sont rationnées dans plein d'endroits aux États-Unis. On peut acheter qu'une boîte d'œufs par semaine. Et donc, là où c'est drôle, c'est que ces images ayant circulé, ça a créé une panique en France. Ça, c'est le truc habituel, c'est qu'on voit qu'il y en a moins. Donc, on se dit, oh, je veux acheter des œufs. Et donc, tout le monde se précipite. Et donc, il y a aussi des rayons vides en France. Et maintenant, les patrons de supermarchés disent, calmez-vous, les poules en produisent tous les jours. Voilà. C'est aussi, on est sur les anticipations. Et on le voit bien. Irrationnel. Ouais, mais enfin, irrationnel. Alors, oui et non. Irrationnel au niveau collectif, mais rationnel au niveau individuel. Si moi, j'aime beaucoup les œufs, je vois qu'il y a une pénurie d'œufs, je me précipite pour en acheter avant les autres. Et comme tout le monde raisonne comme moi, tout le monde au niveau individuel a raison, mais ça crée une panique absurde et on se retrouve avec des boîtes d'œufs chez nous, on ne sait plus quoi en faire. C'est des esprits animaux quand même. On fait des omelettes et tout. Alors, deux chiffres inintéressants pour terminer. Nous consommons. C'est ça. J'adore quand tu. J'ai chiffre inintéressant. Alors, Benjamin, combien est-ce qu'on consomme d'œufs par an et par personne en France? Allez, vas-y. 50 226. 226 et la moyenne en... 226. Et la moyenne... On est au-dessus de la moyenne européenne. C'est combien la moyenne? C'est quoi? 180? C'est moins. 160. Et maintenant, le prix moyen d'un œuf moi, je sais pas, je l'achète 5 les 12, là, 5 balles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est 26 centimes. D'accord. Bon, allez, je viens de lire ça, donc... Ah, d'accord. On a parlé beaucoup d'ArcelorMittal. Et ce qui est bizarre, c'est que, je fais cette parenthèse, mais ça va. Le secteur de l'habillement, on n'en parle pas du tout, qui prend cher. Tout à fait. Comment expliquer ce traitement médiatique, journalistique, politique surtout. Politique. C'est la fascination. Eh ben, on revient à Marx. Désolé, mais moi, ça m'a choqué. Cette immense économie. On est fasciné par la matière. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est fasciné par la matière, ou bien il y a quand même, pardon de le dire comme ça, mais oui, il y a un imaginaire collectif autour de l'industrie, alors qui, par ailleurs, effectivement, de l'homme. Non, mais des emplois indirects à la chaîne. Non, mais c'est pas ça. On se rappelle des métallos, qui étaient déjà. Un imaginaire collectif. Mais qui vient. C'est l'imaginaire de gauche. C'est l'homme, le métallurgiste. C'est la figure ouvrière qu'on a retrouvée dans toutes les républiques socialistes. Voilà, on a beaucoup, on s'alarme, et à juste titre sans doute. Il y a la CGT qui est derrière. Ok, très bien. Le secteur de l'habillement, là, il y a 1000 emplois qui... Et ça passe quasiment inaperçu. Alors là, non, tout à fait. Et parce que c'est des emplois féminins, et c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup moins aux femmes. Hein. Non, mais tu vois, c'est quand même incroyable. Non, je suis bien. Non, mais je fais l'idiot, mais j'ai vu passer ça aussi cette semaine. Et j'ai vu une autre information, d'ailleurs, complémentaire. Enfin, c'est vrai que notre monde change beaucoup trop vite pour nos petits cerveaux, et ça, je pense que c'est quand même un gros problème, mais personne n'y peut rien. Est-ce que tu sais quelle est la première entreprise qui vend des habits en France? Oui. Alors? Vinted.
Bravo. Je l'ai vu ça dans le. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ouais, c'est-à-dire que, encore une fois, la technologie, c'est-à-dire que quelque chose. Et Vinted, non, mais Vinted, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens qui vendent des habits à d'autres gens. Qui vendent des habits à d'autres gens, oui. C'est seconde main. C'est ça, c'est de la seconde main. Et encore une fois, Vinted existe pour une seule raison, qui est Internet. Internet, une technologie qui n'existait pas quand toi et moi on avait 20 ans. Mais tu voulais aller, en parlant de cet exemple-là, tu voulais en venir à quoi, que c'est une des raisons de la fermeture de tous les commerces d'habillement physiques, comme on dit. C'est-à-dire que voilà. Oui. Après, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le plan écologique, mais effectivement, il y a un massacre social. Et puis d'ailleurs, on en avait parlé aussi de Chine et de Temu. Oui. Et j'ai vu là que le patron d'une chaîne de supermarchés, c'est Super U, je crois, qui expliquait qu'effectivement, ils ne peuvent pas concurrencer tous ces gens-là et que donc il y a un double effet de la concurrence d'Internet et de la mondialisation chinoise qui a des conséquences effectivement sociales très importantes dans notre pays. Et pour finir sur une note positive, plus le niveau de vie va continuer à baisser dans notre pays comme c'est le cas, plus les gens vont se tourner vers les importations chinoises et la seconde main, et donc moins il y aura de commerce physique, et donc il y aura plus de chômage et de pauvreté. Enfin, ça c'est à long terme, on sera mort comme disait Keynes. Non, c'est pas tellement à long terme, justement. Je pense que ça. Je n'arrive pas à savoir la bonne nouvelle dans ce que tu me racontes. Non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas du tout. C'était les derniers. Non, mais c'est pour dire que, assez sérieusement, on est rentré dans toute une partie de l'économie, dans un cercle vicieux de la pauvreté, où la baisse du niveau de vie des gens, jointe à l'existence de ces incroyables technologies qui m'obsèdent que sont Internet, jointe à la mondialisation complètement folle chinoise, fait qu'il y a tout un tas de gens dont en fait l'argent, qui touchent très peu d'argent, qui vivent d'aide sociale, qui font quelques heures de travail par-ci, par-là, et une part de plus importante du budget de ces gens-là s'en va du pays. Voilà. Ne reste pas en France. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous ces commerces qui ferment. Bon, mais merci, Docteur Suicide. Hein, j'espère. C'est cadeau, c'est plaisir. C'est cadeau, c'est plaisir. C'est ça. Donc, misez sur les poules, quand même. On va garder ça quand même en tête pour garder un peu le sourire. J'espère que vous avez passé un bon gros quart d'heure. Ouais. Hein, il était bien dodu, celui-ci. C'est ça. À la semaine prochaine, évidemment, pour un nouvel épisode. Merci à toi, Gilles, et merci à la Maison de l'Île-de-France de nous avoir accueillis.